Et bienvenue dans cette dernière partie. Déjà, j'espère que maintenant vous êtes plus connaissant du marché de la potasse et du marché de l'azote. Donc, on va entrer dans le marché du détail aujourd'hui, puisque Nutrien détient une grande quantité de points de service. Donc, encore une fois, comme à chaque fois, cette présentation est fournie à titre informatif uniquement. Elle ne constitue ni une recommandation, ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres ou d'instruments financiers liés à Nutria ou à toute autre entité mentionnée. Les opinions exprimées reflètent seulement mes réflexions personnelles et à un moment donné, ils peuvent évoluer. Aucune décision d'investissement ne devrait être prise, uniquement sur la base de cette présentation. Donc, cette image-là devrait également vous rappeler ce qu'on a vu dans l'introduction. Donc, Nutrien a des points de service dans les grandes régions agricoles, euh, dans les pays développés ou en Amérique du Sud. Donc, c'est 1228 aux États-Unis, 295 au Canada, 242 en Amérique du Sud et 413 en Australie. Et avant même d'aller plus loin, c'est vraiment intéressant parce qu'on a vu les différentes divisions de nutriments et c'est vraiment très bien intégré du fait qu'on est non seulement, on extrait non seulement la potasse, on produit non seulement l'ammoniac ou l'urée, mais on est également un distributeur de nos produits qu'on peut de nos produits, mais également un distributeur pour les autres entreprises qui n'ont pas un réseau de distribution comme le nôtre. Donc, le réseau de distribution vient vraiment complémenter la stratégie globale euh, de nutriments. Donc, c'est vraiment un point de différenciation important que les autres compagnies n'ont pas, sont soit seulement des distributeurs, soit seulement des producteurs. Donc, euh, donc pour Nutrien, c'est vraiment un avantage majeur. C'est pour une des raisons majoritairement que je pense qu'ils vont gagner la guerre de l'Amérique du Sud au Brésil, où est-ce que la Russie et la Biélorussie, qui ont historiquement été des compétiteurs importants, je pense qu'ils perdent de l'attractivité, notamment parce que Nutrien a une présence physique, des points de service avec les fermiers directement, les fermiers, les agriculteurs brésiliens ou de d'autres régions environnantes en Amérique du Sud. Donc, voilà. Donc, le modèle d'affaires de détail. La division de détail, c'est vraiment le point de physique, le point de contact physique entre les agriculteurs et l'entreprise. Donc, c'est un modèle B2F, Business to Farmer. Donc, dans les produits qui sont servis, nutrition pour les cultures, les micronutriments. On peut penser à potasse, azote, phosphate, protection des cultures, herbicides, fongicides, insecticides, euh, semences, marchandises. Et c'est vraiment là que Nutrien est un distributeur non seulement des produits des autres, mais également de ses propres produits. Donc, les produits privés de marque Loveland. Et c'est vraiment intéressant parce que ces produits-là, pour Nutrien, ont une marge brute 2 fois plus importante que lorsqu'elle est seulement le distributeur d'une autre compagnie. Donc, elle a vraiment un intérêt à vouloir développer sa marque Loveland dans son mix de vente, dans ses opérations de détail. Et une chose qui m'a surpris par rapport à Nutria, c'est le nombre de services qui sont offerts euh, à ses clients. Donc, au début, je pensais que c'était seulement des produits, mais non, loin de là. Donc, l'application de produits agricoles, si, par exemple, le fermier ne veut pas le faire, ou s'il n'a seulement pas les capacités de le faire, les tests de sol, surveillance des cultures, agriculture de précision, services liés à l'eau et à l'irrigation. Donc, imagerie aérienne, qui était une des choses euh, que Nutrien a mentionné dans son dernier appel de conférence. Donc, c'est vraiment euh, l'ensemble de la relation avec l'agriculteur ou le fermier qui est dans ce modèle d'affaires de détail. Donc, c'est une industrie qui a plusieurs joueurs. Je montre seulement pour l'instant Amérique du Nord, États-Unis. Euh, donc, Nutria dispose d'un large bassin, euh, une large part de marché, 21%. Donc, potentiellement que dans le futur, ça ouvre la possibilité à une certaine consolidation de l'industrie, notamment avec des plus petits joueurs.
Donc, ça va être à garder en tête. Ensuite, ça ressemble à quoi? C'est vraiment pas un magasin de détail comme vous pouvez peut-être penser. Donc, c'est vraiment, si on regarde le numéro 2, c'est vraiment le point de service, service à la clientèle, gestion des commandes. Ensuite, ici, le 3, c'est vraiment le matériel pour appliquer les fertilisants et les produits de protection. 4, c'est vraiment des zones de stockage, ammoniac, urée, euh, potasse, phosphate, etc. 5, on va avoir les entrepôts de semences pour les différentes cultures et les produits de protection. 6, le matériel, la maintenance vraiment pour entretenir le matériel qui sert la flotte de nutriments. Donc vraiment, et peut-être vous en avez déjà vu, mais c'est ce à quoi ça ressemble. Donc, mes hypothèses de détail pour le modèle. Donc, légère amélioration des marges par une pénétration progressive continue de Loveland dans le mix total. Donc, Loveland qui sont les produits privés, entre guillemets, de nutriments. Donc, puisque les marges brutes de ces produits-là sont 2 fois plus élevées que les autres produits qu'elle distribue de d'autres entreprises. Donc, légère amélioration des marges par une optimisation des emplacements. Donc, parmi les choses que Nutria a invoquées dans ses derniers appels conférences, elle a mentionné qu'elle réduisait en quelque peu ses points de service pour que chaque point de service soit relativement plus gros. Pour une des raisons qu'elle mentionnait, c'est que ses clients en général sont plus gros à cause d'une certaine consolidation dans le milieu agricole aux États-Unis majoritairement. Donc, elle a légèrement moins d'emplacements de points de service, mais ces points de service sont plus gros. Donc, il y a peut-être une optimisation là qui est à faire parce que peut-être qu'elle peut réduire justement une certaine partie de ses effectifs, essayer d'être un petit peu plus productive. Donc, j'ai mis une légère amélioration des marges dans le futur par rapport à cet effet-là, mais ça ne compense pas la même amélioration qu'il pourrait avoir dans les produits de Loveland. Et au niveau des revenus, il pourrait avoir de la croissance organique, mais également non organique. Euh, comme qu'on a vu, le marché, même si Nutrien détient 21% des parts de marché, il y a l'opportunité d'aller faire certaines acquisitions en temps et lieu, de petites acquisitions pour continuer à développer son empreinte, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Brésil, dans les principaux marchés qu'elle a euh, des activités. Donc, pour le long terme, donc pour le réinvestissement actuel. Donc, actuellement, le réinvestissement de Nutria, le réinvestissement net, donc le réinvestissement net, c'est le CAPEX, donc les investissements en capitaux moins la dépréciation et amortissement. Donc, c'est vraiment un net CAPEX ou un réinvestissement net qui est très, disons, modéré. Donc, la façon qu'on peut le percevoir, c'est que Nutria tend à seulement faire des investissements en capital pour remplacer le matériel qui vient à la fin de sa durée de vie utile. Donc, il n'y a pas des nouveaux investissements majeurs pour développer X, Y, Z. Donc, c'est vraiment plus ciblé, que ce soit des légères améliorations euh, dans ces opérations d'azote. Donc, seulement augmenter un petit peu la quantité, la capacité, pas de gros investissements. Ça peut être l'investissement dans ces produits privés, rien de majeur, mais euh, juste des petits tics par là. Au niveau de la potasse, c'est pas l'ouverture d'une nouvelle mine, mais c'est plus dans l'automatisation de l'extraction. Donc, c'est le type de réinvestissement que Nutrien fait dans l'entreprise. Donc, pourquoi elle fait ça? Premièrement, Nutrien est relativement dans un marché qui est mature. Même si je crois que ce marché-là continue à croître, ça demeure un marché mature et que par exemple, pour sa division potasse,
elle a déjà la capacité nécessaire pour la croissance anticipée future de ce marché-là. Par contre, au niveau des engrais azotés, comme qu'on a vu, le marché est plus en équilibre. Peut-être qu'un nutrient, avec ses difficultés à Trinidad, a un intérêt à réinvestir un petit peu davantage dans ses opérations ici au Canada ou en Amérique ou aux États-Unis. Euh, donc, comme j'ai mentionné, le réinvestissement sera majoritairement sur le maintien de ses actifs existants, donc pas d'expansion. On remplace le matériel qui vient à la fin de sa durée de vie utile par du nouveau matériel. Donc, les investissements de croissance, automatisation des mines de potasse, capacité des engrais azotés excluant Trinidad, puis le portefeuille Loveland. Je pense que c'est vraiment là que l'entreprise va focusser n'importe quel investissement sur lequel elle réfléchit, et les possibilités de petites acquisitions pour renforcer son empreinte physique en Amérique du Nord, Brésil ou en Australie. Donc voilà, voilà la fin de cette capsule. Non, non, en fait, on va aller voir maintenant le modèle final, à quoi il ressemble. Donc voilà, tadam! Donc, ce que vous pouvez voir de 2018 à 2024, c'est l'ensemble des données historiques de nutriments. Et de 2025 à 2030, c'est mon premier cycle de prévision et ma valeur terminale dans le but de faire mon modèle des flux de trésorerie, l'actualisation des flux de trésorerie futurs. Donc, euh, donc, au cours des vidéos, on a vu un peu ce qui allait être dans les 5 prochaines années. Pour la croissance à long terme, donc c'est dur à prévoir, mais mon chiffre, c'est 1,5%. Pourquoi? Premièrement, comme on a rappelé au début de la présentation, c'est quoi que Nutrien est dans quel marché? Nutrien est dans le marché de la sécurité alimentaire mondiale. Donc, c'est un marché qui est en croissance. La population mondiale est en croissance. Les besoins pour nourrir, pour nourrir la population mondiale vont continuer à croître. Pourquoi c'est pas si élevé cette croissance-là? C'est parce que euh, les marchés dans lesquels Nutrien opère sont principalement des marchés matures. Donc, en Amérique du Nord, sa présence est très forte, mais l'Amérique du Nord demeure un marché mature. Au niveau de la potasse, elle a des opportunités au Brésil, mais Canada, Europe, Australie, ça demeure des marchés relativement matures, tandis que dans le marché de la potasse, je pense que les Russes et les Biélorusses vont bien performer sur le continent asiatique et africain. Dans le marché de l'azote, c'est Nutrien œuvre principalement dans un marché nord-américain avec des difficultés avec ses opérations à Trinidad. Donc, Amérique du Nord, c'est un marché qui n'a pas une grande croissance, c'est un marché relativement mature. Même chose pour le phosphate, on n'en a pas parlé vu que c'est une division qui est non stratégique comparée aux autres, mais c'est également euh, quelque chose qui est très mature, du moins en Amérique du Nord. Donc, c'est pour ça que ce 1,5%-là, je crois que c'est la croissance à long terme du marché pour Nutria. Donc ensuite, son coût en capital, on va voir le 7,4% provient de où un petit peu plus tard. Son retour sur le capital investi est similaire à son coût du capital. Et donc, je pense qu'à plus long terme, elle doit réinvestir environ 30% de, de ses bénéfices avant intérêt et impôts. Donc, voilà, ça, c'est la valeur actuelle, la valeur de tous les bénéfices futurs. Ça, c'est le réinvestissement que, à travers le temps que Nutria va devoir faire. Et une fois qu'on a tous ces chiffres-là de prévision pour 2025 à 2030 et 2030 et la valeur terminale pour après 2030, il faut actualiser ces flux de trésorerie et il faut les actualiser
avec un certain risque. Donc, à quel point ces flux de trésorerie-là sont risqués. Donc, voilà la façon que j'ai procédé. Donc, on commence par la base qui est le taux sans risque. Dans le cas des États-Unis, taux sans risque, ça comprend le risque de défaut du gouvernement américain et le, ce qu'on peut retrouver dans l'obligation à 10 ans. J'ai pris la courbe des taux, donc obligation 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans pour la valeur terminale. Ensuite, pour le bêta, j'ai pris un bêta qui représente l'ensemble de compagnies qui œuvrent dans le secteur agricole. Et 0,63, ça fait quand même... en fait, c'était un petit peu plus bas et j'ai ajouté le levier financier que Nutrien a. C'est pas une compagnie qui est très, très endettée. J'imagine qu'ils sont conscients du cycle de l'industrie dans laquelle elle se retrouve. Donc, les variations dans le marché agricole, des fois, peuvent être importantes. Donc Nutrien maintient une position relativement défensive. Ensuite, un Implied Equity Risk Premium, donc qui est calculé juste à une valeur actualisée des attentes des investisseurs dans le marché. Ensuite, j'ai intégré certains risques spécifiques à l'entreprise. Donc, premièrement, le Canada Potash Risk Premium, le fait que toutes ces opérations de potasse soient en Saskatchewan. Donc, toutes les opérations de cette division reposent sur un seul endroit dans le monde. Donc, pour moi, ça peut être un risque. On ne sait pas à travers le temps quel va être le contexte politique canadien. On ne sait pas si le gouvernement de la Saskatchewan aimerait augmenter les taxes d'exploitation pour les minerais dans la province. Donc, le fait que toutes ces opérations soient dans un seul endroit à travers le monde, c'est un risque supplémentaire que je vois dans mon analyse. Et donc, j'ai utilisé la, la prime de risque canadienne, donc pour calculer ce risque-là, et j'ai multiplié par la proportion des opérations de potasse de nutriments sur l'ensemble de ces opérations. Par la suite, un autre risque que j'ai abordé, c'est, comme on l'a mentionné, à Trinidad, les opérations à Trinidad qui requièrent une quantité importante de gaz naturel. Donc, puisque l'approvisionnement en gaz naturel à Trinidad a été depuis 5 ans insuffisante pour les opérations de Nutria, hein, parce qu'on se rappelle qu'ils utilisent seulement ils ont un taux d'utilisation de leur usine de transformation à Trinidad de seulement 50%. Donc, c'est un risque. Et d'après ce que j'ai pu lire, je vois pas exactement de plan clair sur comment le gouvernement de Trinidad va rétablir l'approvisionnement soutenu à quantité élevée pour les opérations de transformation en engrais azotés. Par la suite, le troisième risque que je vois, c'est au niveau que dans ces opérations de détail, lorsque un agriculteur veut acheter des biens, des services, peu importe, Nutria a une division qui s'appelle Nutrien Financial. Donc Nutrien Financial va accorder du crédit à l'emprunteur. Et donc, cette partie-là de Nutrien qui devient une sorte de prêteur, pour moi, c'est un risque supplémentaire. Même si pour l'instant, les scores de crédit, elle n'a pas subi d'énormes pertes via cette opération-là, mais par contre, elle donnait beaucoup d'informations sur les paiements qui étaient en retard. Et l'année dernière, les opérations, les prêts qui étaient en retard de 90 jours et plus étaient en croissance. Donc, il faut se rappeler que si Nutrien Financial devait absorber une perte, le responsable d'absorber cette perte
serait Nutrien. Donc, pour moi, c'est une prime de risque parce que si jamais il venait à avoir un problème avec Nutrien Financial, c'est Nutrien qui devrait absorber ce résultat-là. Donc, il y a eu certains ajustements que j'ai dû faire dans mes calculs de fonds de roulement, puisque je n'ai pas inclus les comptes à recevoir qui dépendaient de Nutrien Financial. Si vous avez des questions, je peux y répondre plus en profondeur. Et ce qui m'amène au dernier risque que j'ai intégré pour obtenir le coût des fonds propres. Donc, comme on a vu, Nutrien dépend d'un approvisionnement en gaz naturel. Le gaz naturel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça demeure une énergie qui est fossile, qui a des impacts environnementaux qui peuvent être importants sur le long terme. Est-ce que c'est mieux que d'autres sources d'énergie? Peut-être. Mais ce qui fait en sorte que le fait que Nutrien, la division d'azote de Nutrien dépend beaucoup de sa capacité à utiliser du gaz naturel. Que se passerait-il si, et je sais que là c'est pas populaire parce qu'il y a beaucoup de gouvernements qui tentent sur le spectre droit de la politique qui sont élus, mais que se passerait-il si Nutrien devait subir des nouvelles normes pour pour générer de l'ammoniac ou de l'urée de façon verte. Donc, on peut penser à de l'hydrogène plutôt qu'utiliser du gaz naturel. Pour l'instant, c'est pas un risque que je vois à court terme. À long terme, par contre, si la planète transige vers être plus vert, c'est clairement un risque de plus long terme parce que des nouvelles réglementations dans le but de transformer les opérations de gaz naturel vers d'autres sources d'énergie, ça serait des coûts importants pour Nutrien. Et donc, c'est pour ça que je ne les inclus pas aujourd'hui parce que je ne le vois pas. Mais dans ma prime de risque pour évaluer Nutrien à long terme, je me dois d'inclure une probabilité que ces choses arrivent. Donc, ce qui nous amène, en utilisant un CAPM, à un coût des fonds propres. Pour le coût de la dette, on prend notre taux sans risque. J'ai ajouté un spread pour le risque de crédit de Nutrien. Nutrien a une cote de crédit qui est triple B. Donc voilà, ce qui me donne un coût de la dette. Ensuite, la valeur de marché de l'équité, la valeur de marché de la dette. On fait les mathématiques, ce qui nous donne un coût en capital pour l'ensemble des années. Et on peut voir que mon coût en capital à travers le temps devient de plus en augmente, surtout à terme, justement parce que j'ajoute le risque que Nutrien doivent avoir des investissements massifs pour changer sa technologie de gaz naturel vers des alternatives plus propres. Donc, ensuite, je ramène tout ça en valeur actualisée. Donc, ce qui me donne une valeur présente des actifs en opération de 42,5 milliards de dollars américains. J'ajoute le cash. Nutrien avait 853 millions de dollars sur son bilan au dernier trimestre et je soustrais la dette. Bon, la dette, ce chiffre-là, comment je l'ai obtenu? Donc, j'ai créé une grande obligation avec l'ensemble des dettes que Nutrien avait sur son bilan, parce que tous les dettes ne viennent pas à échéance en même temps. Donc, j'ai créé une durée pondérée de la dette avec son coupon, le coupon qui est relativement ce que Nutrien a payé l'année dernière, valeur comptable de la dette, donc ce qu'on peut retrouver dans ses livres à différentes époques, et un taux d'actualisation qui est le même taux d'actualisation qu'ici, ce qui me donne 11 milliards 858 millions de dollars. Et en allant un petit peu plus en profondeur, je me suis aperçu que Nutrien avait un régime de pension qui n'était pas pleinement capitalisé. Donc, il y a 102 millions de différence entre ce qui est dû aux pensionnés et ce qu'elle a dans son plan d'actifs. Donc, pour moi,
c'est une dette supplémentaire et elle a des obligations à la fin de durée de vie de, par exemple, ces mines de potasse, de remettre l'endroit en bon état. Donc pour moi, même si ce n'est pas une dette comme on doit à la banque, ça demeure quelque chose qu'elle va devoir payer à long terme. C'est des coûts qu'elle va devoir engendrer. Et donc, ce qui m'amène à la dette de 13 milliards 691 millions de dollars. Donc, je soustrais ma dette, ce qui me donne une valeur présente des fonds, de l'équité. Ensuite, Nutria a 494 millions d'actions en circulation. J'ajoute l'effet dilutif des options, parce que même si les options ne sont pas de l'équité, s'ils sont, utilisés, ils viendront rajouter des actions en circulation, ce qui me donne 494 millions 365 000 actions. Et lorsque je divise la valeur de l'équité par le nombre d'actions en circulation, j'arrive à une valeur en dollars américains, puisque les actions de Nutria se négocient autant sur le marché américain que sur le marché canadien. Donc, j'arrive à une valeur de 60 dollars par action pour Nutria. Donc, comment ça se compare à aujourd'hui? Aujourd'hui, les actions de Nutria aux États-Unis se négocient à 49,65. Donc, selon mon analyse, mes hypothèses, c'est sûr que j'ai tort. À quel point j'ai tort? Ça, c'est un mystère. Peut-être que je suis plus proche que ce que le marché pense. Peut-être que je suis plus loin. Par contre, vous avez vu comment j'ai procédé dans mon analyse, les différentes hypothèses que j'ai émises. Donc, selon mon analyse, Nutrien serait sous-évalué de 21% par rapport à sa vraie valeur. Donc, voilà, c'est la fin de notre analyse. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que maintenant vous avez une meilleure connaissance du marché de la potasse, de l'azote, du marché agricole en général. Et si vous avez des commentaires, des questions, je vous invite à communiquer avec moi pour en discuter, pour que vous me disiez ce que vous en pensez, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Et sur ce, merci beaucoup. Et ma prochaine vidéo ne tardera pas. Je suis déjà en travail sur quelques sujets, donc je vous réserve la surprise pour le mois prochain. Donc merci encore une fois et à bientôt.